Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, chers amis, Madame la Directrice. Mon rôle aujourd'hui est simplement d'être le modérateur de cette table ronde, ce qui ne m'empêche pas de commencer par vous dire à quel point, en tant que membre du conseil d'administration de la Fondation, nous avons été émus, plus que fiers, de lire, découvrir les recherches des 7 lauréats. Émus et fiers par l'importance de leurs résultats. Nous sommes, Virginie Troy vient de le rappeler, nous sommes dans le cadre de recherche-action, à la fois parce que c'est une recherche qui sert à l'action et qui nous parle à tous individuellement beaucoup, vous allez le voir. Et puis recherche-action parce que la plupart de ces chercheurs, ces jeunes chercheurs bénéficiaires des bourses postdoctorales sont eux-mêmes dans l'action, puisque en quasiment tous, je crois, engagés dans la vie associative et dans l'action humanitaire. Alors, vous avez parcouru le programme de la matinée. Nous allons donc repartir ces 7 recherches en 3 tables rondes. Donc ceci est la première et nous allons entendre deux lauréates, Jeanne Semin et Marjorie Gerbier-Aublanc. Pourquoi les avoir mises ensemble? Puisqu'elles travaillent sur des terrains très différents et très éloignés géographiquement. Nous avons une recherche qui a eu comme terrain la ville de Saint-Louis au Sénégal et une deuxième recherche qui s'est effectuée dans le camp bidonville de Calais et en région parisienne. Pourtant, vous allez l'écouter, je ne vais pas trop dévoiler le contenu des recherches, nous l'aborderons au cours des débats et des questions. Il me semble que les résonances entre ces 2 recherches sont évidentes. À la fois, elles sont en lien avec le thème général qui avait été imparti, qui est la transition humanitaire. Elles nous montrent, elles sont éclairantes au fond ces 2 recherches, puisqu'elles nous montrent sur le terrain la complexité des acteurs, l'apparition des nouveaux acteurs, que ce soit les acteurs communautaires dont Jeanne nous parlera plus précisément, dans les acteurs communautaires de rue à Saint-Louis, ou ce que Marjorie appelle les citoyens ordinaires qui, dans les interstices, pour la citer, entre l'inaction publique et l'action plus institutionnelle des vraies ONG, ressentent la nécessité de combler ce vide et de s'investir de façon très conséquente. Et puis, elle nous éclaire surtout, vous allez le voir, puisqu'elles mettent un fort coup de projecteur sur les bénéficiaires, les destinataires de l'action humanitaire, comment eux-mêmes sont acteurs de leur devenir, de leur sort, et comment il est important de prendre en compte leur stratégie d'acteurs et non pas les considérer comme juste des bénéficiaires passifs. Je ne vais pas vous en dire plus. Nous allons procéder dans l'ordre qui est indiqué dans le programme et entendre d'abord Jeanne Semin, puis Marjorie, et puis j'ouvrirai le moment d'échange avec la salle. Alors Jeanne est anthropologue. Elle a un doctorat en anthropologie à l'école pratique des hautes études, effectué dans le cadre de l'IMAF, l'Institut des mondes africaines. Elle a effectué donc cette recherche postdoctorale avec l'aide de la Fondation de la Croix-Rouge et aussi d'un partenaire qui est le Fonds de dotation Claire et François pour l'enfance. Il s'agit en effet d'une recherche qui porte essentiellement sur des enfants et qui a été justifiée par une mesure prise par le gouvernement sénégalais dont elle nous parlera, qui est le retrait, l'organisation du retrait de rue, disons une tentative, une volonté de retrait de ces enfants des rues. Jeanne a commencé cette recherche non pas parce que c'est venu, parce qu'il y avait l'occasion des financements de la Fondation. Elle est, disons, une habituée de l'Afrique. Ça fait très longtemps, ça fait plus de 15 ans qu'elle est investie dans l'étude et le travail sur le Sénégal, sur l'Afrique et en Afrique. Elle parle le Wolof. Elle a également été elle-même impliquée dans une des associations dont elle parle, qui s'appelle Terre des Hommes, en 2004.
je ne vais pas forcément vous en dire plus parce que voilà, sinon je pense qu'elle le fera beaucoup mieux que moi et je présenterai Marjorie à la suite. Merci. Bonjour à tous, merci Alessia, merci à la Fondation Croix-Rouge française et à l'UNESCO de me donner la parole aujourd'hui. Merci aussi en particulier au Fonds de dotation pour l'enfance Claire et François pour m'avoir accordé un financement pour travailler sur les enfants en situation de rue, donc dans la ville de Saint-Louis du Sénégal. Je vais faire. Voilà. Lesquels enfants sont dans cette ville majoritairement des enfants talibés mendiants. Donc je rappelle que le Sénégal est un pays musulman à 90% et que le terme talib désigne en arabe littéraire un étudiant et au Sénégal en particulier un étudiant qui mémorise le texte du Coran. Donc il y a beaucoup d'enfants sénégalais qui sont des talibés parce qu'ils apprennent le Coran mais en cours du soir, après l'école et qui rentrent chez eux. Les talibés mendiants sont des enfants qui sont originaires des zones rurales et qui sont placés en internat en fait chez leur maître coranique, qui donc grandissent loin de leur famille et qui doivent mendier pour se nourrir et pour payer leur maître. Donc Saint-Louis accueille environ 9000 talibés mendiants. C'est une ville que le chercheur Jean-Pierre Dozon a désignée comme un hyperlieu parce que plusieurs histoires s'y superposent. Elle a été considérée comme une porte de l'Afrique pour les Français qui ont installé un comptoir dès 1659, puis elle a été la capitale de l'AOF. Et elle a donc été aussi, il ne faut jamais l'oublier, un haut lieu des résistances anticoloniales qui ont été portées essentiellement par des figures de l'islam comme Serine Touba et El Hadj Oumar Tall. Donc j'insiste un peu sur El Hadj Oumar Tall parce que c'est un guerrier Peul et que les Peuls, comme vous le savez, sont des éleveurs nomades mais qui sont aussi très empreints d'islam et qui envoient beaucoup leurs enfants en internat auprès des maîtres coraniques. Et c'est pas sans s'inscrire dans une forme de résistance sourde à la domination occidentale et à l'éducation à l'occidentale. Donc les enfants talibés mendiants passent une grande partie de leur temps dans la rue, parfois même ils y dorment, ce qui nous autorise, nous en tant que chercheurs, mais les humanitaires également, à les considérer comme des enfants en situation de rue. Il y a aussi à Saint-Louis un petit millier d'enfants Farkman. En Wolof, ça désigne les enfants en rupture familiale, donc les enfants qui sont partis de chez eux pour des raisons de pauvreté ou de conflit et qui sont donc dans la rue, mais ils sont dans une proportion beaucoup moindre que les enfants talibés. Saint-Louis est considéré aussi comme une ville université de l'islam par les Sénégalais et aussi par d'autres musulmans de la sous-région, car elle abrite des grandes familles maraboutiques qui sont détentrices d'un savoir religieux qu'elles entendent transmettre à des talibés. Le nombre d'écoles coraniques à Saint-Louis est estimé à 300, mais il faut bien comprendre que le terme école coranique traduit mal la réalité de ce qu'est une dara, parce que la dara s'institue plus sur une relation de maître à disciple que sur un bâtiment comme une école. Et de fait, les daras sont relativement mobiles et elles vont se déplacer d'habitats précaires en espèce de squat, enfin elles bougent beaucoup, ce qui rend évidemment leur recensement, leur identification et leur contrôle par l'État très difficile, voire impossible. On parle de dara transhumant, en référence aussi au nomadisme des Peuls dont je vous parlais juste avant, qui envoient majoritairement leurs enfants. Alors Saint-Louis est aussi une très belle ville, patrimoine mondial de l'UNESCO pour son architecture coloniale, bordée par l'océan Atlantique, traversée par les bras du fleuve, donc une ville qui va accueillir beaucoup de touristes, beaucoup d'expatriés depuis plusieurs générations. Pour finir sur le contexte de mon étude, donc je dois préciser aussi qu'en juin 2016, le président Macky Sall lançait un plan de retrait des enfants en situation de rue au Sénégal pour des raisons essentiellement sécuritaires et sous injonction de la CEDEAO. Donc il faut voir que les enfants en situation de rue sont environ 10 000 à Saint-Louis et 50 000 pour tout le Sénégal. Donc autant dire que leur retrait est plus facile à annoncer qu'à mettre en œuvre. Depuis lors, à Dakar, il y a eu des ramassages d'enfants dans la rue qui ont abouti à la reconduite dans leur famille de quelques 500 enfants, mais sans plus d'avancement, en tout cas pour ce qui concerne la ville de Saint-Louis. Mais cette annonce a contribué à relancer le débat dans la société civile sur les causes et les conséquences de la présence des enfants talibés dans les rues du Sénégal. Donc, là. Dans ce contexte, l'objectif de ma recherche, ça a été tout d'abord d'identifier un réseau d'acteurs humanitaires qui œuvrent pour l'enfance vulnérable, précisément à Saint-Louis.
J'avais remarqué, pour connaître cette ville depuis longtemps, qu'on avait affaire à des acteurs très hétéroclites, puisqu'on a autant d'initiatives occidentales, des Suisses, des Espagnols, des Autrichiens, des Canadiens, des Français évidemment, que sénégalaises. Il y a aussi de plus en plus d'initiatives sénégalaises. Et je voulais comprendre comment les enfants en situation de rue allaient se repérer parmi cette pluralité d'acteurs, comment ils allaient circuler, en intégrant aussi, bien sûr, les acteurs d'État et les services de protection de l'enfance de l'État. Et enfin, en toute bonne foi, au début de ma recherche, je voulais chercher avec ces acteurs les stratégies communes qui pouvaient nous conduire à aller vers le retrait des enfants de la rue, comme demandé par Macky Sall. J'ai travaillé autour de 2 hypothèses construites à partir de concepts anthropologiques, celui de Double Bind et celui d'Agency. La double contrainte, parce que j'avais le sentiment que les acteurs humanitaires étaient en fait face à une contrainte antinomique, le fait à la fois de devoir faire cesser l'exploitation, la maltraitance et la négligence eu égard aux droits de l'enfant. Il y a effectivement des cas de maltraitance avérés. Il y a encore 2 semaines, il y a un enfant qui est mort sous les coups de son maître à Mpal, dans la banlieue de Saint-Louis. Donc c'est le travail et bien sûr la préoccupation des humanitaires de faire cesser ça, mais ils doivent aussi respecter l'ordre traditionnel et religieux. Les maîtres coraniques sont des personnes à la fois respectées pour leur savoir et craintes, parce que c'est aussi ceux qu'on appelle les marabouts qui sont capables de marabouter. Donc cette contrainte antinomique s'impose évidemment plus aux acteurs sénégalais, mais elle s'impose aussi par ricochet aux acteurs occidentaux. Et on comprend bien son caractère antinomique à travers l'expression de la bonne souffrance qui a été révélée par la chercheuse Kaye Amo, qui a été mise en exergue, on va dire. C'est l'idée que la souffrance que traversent les enfants talibés, elle est bonne pour leur développement dans le sens où elle va leur apprendre l'humilité, l'endurance qui permettra d'en faire des hommes dignes, des hommes forts et prêts à traverser les épreuves de la vie, dans la conception traditionnelle de l'éducation coranique. J'ai travaillé aussi autour de l'idée du concept d'agency, donc c'est cette capacité d'action qui a redéfini les cultures enfantines depuis les années 90, comme il l'avait fait pour les Women's Studies avant, les Women's Studies. Et en fait, c'est l'idée que les enfants en situation de rue ne sont pas uniquement victimes de leur situation, mais ils ont aussi une capacité d'action, une certaine marge de manœuvre qui leur permet en partie de choisir leur mode de vie dans la rue. Donc c'est une hypothèse, on comprend bien, comme elle est défendue pas uniquement par moi, c'est au cœur des recherches sur l'enfance et le développement, on voit bien ça dans le numéro de la revue Autre part qui a été consacré. Voilà, comme méthodologie, j'ai utilisé essentiellement la recherche-action, donc c'est-à-dire une recherche sur l'action humanitaire comme objet d'étude, mais une recherche aussi en action, c'est-à-dire avec un intérêt porté à l'efficacité, et une recherche aussi avec les acteurs, c'est-à-dire en intégrant les acteurs humanitaires dans la réflexion, dans la recherche et dans la mise en place des hypothèses et des problématiques. Cette définition de la recherche-action, je l'ai empruntée à Chergay dans son article dans le livre sur la transition humanitaire au Sénégal, édité au Fonds Croix-Rouge française en 2015. J'ai aussi utilisé, bien sûr, l'observation participante, fait des entretiens, et j'ai aussi utilisé l'ethnographie multisituée, parce que les acteurs humanitaires qui se mobilisent à Saint-Louis du Sénégal pour les enfants talibés le font souvent à partir du Canada, de la Suisse, de l'Espagne, de l'Angleterre, et donc j'ai dû utiliser beaucoup les réseaux sociaux et Skype pour faire ma recherche. Donc voilà les données que j'ai pu rassembler. Donc j'ai rassemblé 17 fiches structures, j'ai identifié 17 structures qui travaillent pour les enfants en situation de rue à Saint-Louis. En fait, j'en ai identifié 18, mais il y en a une qui n'a pas voulu participer à l'enquête. Donc voilà, j'ai aussi fait des entretiens avec les acteurs d'État. J'ai fait des entretiens avec les enfants, enfin plus des questionnaires. Et j'ai aussi considéré comme donnée la synthèse des réflexions collectives qu'on a menées lors d'un atelier de recherche-action, un atelier de capitalisation avec les acteurs associatifs. J'avais aussi convié des acteurs d'État, mais qui ne sont pas venus faute de per diem. Et j'ai récolté environ 200 dessins d'enfants, on y reviendra. Comme données concrètes aussi, comme résultat de mon travail, je ne sais pas si c'est très lisible, mais j'ai produit essentiellement pour les acteurs humanitaires donc cette carte où on peut situer les différents centres associatifs qui vont accueillir les enfants à Saint-Louis. En rouge, on a les 2 centres qui sont des centres d'hébergement
d'urgence, enfin qui peuvent accueillir la nuit. En vert, c'est plutôt des centres qui fonctionnent comme des centres d'accueil de jour où les enfants peuvent venir se laver, manger, se soigner, prendre des cours d'alphabétisation. En jaune, ça va être plus des associations, des sièges sociaux d'associations qui vont faire du lobbying ou de l'écoute ou de l'événementiel. Et en orange, c'est les services de l'État qui sont tous sur l'île, avec aussi un centre d'accueil de première urgence pour les enfants qui sont placés là sous décision de justice. Donc il y a 16 places. Au moment où j'y étais, il y avait 9 enfants qui étaient hébergés. J'ai aussi donc fait un tableau, là c'est juste un extrait, mais un tableau de tous les acteurs humanitaires que j'ai mis à disposition des acteurs humanitaires et de l'État. Et ils avaient déjà des listes, hein, mais là j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus complet avec les financeurs, les coordonnées précis, s'ils travaillent ou pas avec les DARA et avec quel DARA. Voilà. Il y a aussi des acteurs qui sont très importants, comme tu le disais, Alessia, c'est les acteurs communautaires qu'on ne peut pas référencer dans un tableau parce qu'ils sont trop nombreux. Mais comme acteurs clés, il y a bien évidemment les maîtres coraniques, les Ndei Dara, qui sont des marraines chez qui les enfants talibés vont aller chercher quotidiennement leur repas, en allant toujours auprès de la même personne chercher le repas. Enfin, les enfants talibés qui en ont une, qui ont la chance d'en avoir une. Et il y a aussi les grands talibés, qui sont des enfants ou des adolescents qui ont fini l'apprentissage stricto sensu du Coran, qui poursuivent un apprentissage de la charia notamment, et qui ont la responsabilité des petits talibés. Et souvent, en fait, ce sont ces grands talibés qui, ayant été victimes de violences enfants, vont les reproduire sur les petits talibés. Voilà, alors au niveau des résultats aussi, de ma recherche, il faut souligner une forme d'effervescence associative. Quand je travaillais là-bas déjà en 2004, il n'y avait que 3 associations qui étaient vraiment actives. Maintenant, elles sont quand même 17. Et il y en a 12 qui sont nées après cette période d'implantation de Project Abroad, qui est une entreprise de tourisme humanitaire que vous devez connaître, qui est très connue, qui accueille des volontaires qui payent pour leur séjour, qui payent 1 500 € environ pour un séjour de 15 jours à Saint-Louis pour venir faire en fait essentiellement du tourisme et quelques petites actions humanitaires. Donc c'est une entreprise à but tout à fait lucratif, hein, et il y a quand même 50 à 75 volontaires par an qui sont dédiés à l'enfance à Saint-Louis. Et en fait, parmi ces volontaires, il y en a certains qui vont être insatisfaits du caractère superficiel de leur expérience à Project Abroad, parce que c'est essentiellement du tourisme, et qui vont monter des associations en partenariat avec des jeunes Sénégalais qu'ils auront rencontrés pendant leur séjour pour s'investir de manière durable et plus authentique, selon eux, auprès des enfants talibés. Il y en a certains parmi eux qui sont formés au travail social en Europe et qui vont participer au transfert de compétences en ce sens-là. Et ensuite, l'accueil de volontaires va aussi devenir une activité génératrice de revenus pour les associations, qui n'ont pas pour autant un but lucratif, mais ça va permettre de faire un fonds de roulement pour l'association et à l'association de fonctionner avec une certaine autonomie. Donc, en fait, les enfants talibés de Saint-Louis sont beaucoup en contact avec de très jeunes occidentaux, mais c'est des contacts relativement éphémères parce que les volontaires viennent et repartent assez rapidement. Voilà. En ce qui concerne la coordination des associations, alors c'est essentiellement des associations, on verra pourquoi après. Il y a une ONG en fait parmi elles, c'est ENDA. Donc il y a une coordination qui existe bel et bien, hein. Il y a quelques conflits de personnes comme toujours, mais elle existe et elle est représentée par un point focal qui est porteur de parole devant le comité départemental de protection de l'enfance dirigé par le préfet. Donc les associations agissent sous la coupole de l'État qui entend garder un contrôle sur cette effervescence, évidemment. Mais cette coupole, elle est parfois vécue un peu comme un blocage par les associations. L'État a mis en place une stratégie nationale de protection de l'enfance à travers un système d'alerte communautaire. C'est-à-dire qu'ils ont invité les populations, en cas d'urgence, en cas d'un enfant en grande difficulté trouvé par les populations, à prévenir d'abord le comité de quartier pour protection de l'enfance, qui va lui en référer au comité communal pour la protection de l'enfance, dirigé par le maire, qui va lui en référer au comité départemental de protection de l'enfance, dirigé par le préfet. En réalité, ce système d'alerte ne fonctionne pas vraiment, parce que quand un enfant est en grande difficulté, les premiers acteurs qui sont appelés, c'est les acteurs humanitaires des associations, parce qu'ils sont mobilisables de jour comme de nuit et capables de prendre en charge directement les enfants. Même la police va appeler, quand ils trouvent un enfant, vont appeler en premier lieu ces acteurs humanitaires qui connaissent les enfants, qui ont des lieux, des méthodes, qui ont les réseaux pour agir rapidement.
Ce blocage par l'État, il est vécu aussi par les associations du fait d'un manque d'attention porté par le préfet à leurs préoccupations opérationnelles, des demandes de soutien et d'agrément qui vont rester sans suite, par exemple des demandes d'autorisation pour faire des rondes de nuit, pour pouvoir ramasser les enfants qui dorment dehors, qui ne sont pas attribués, des demandes d'agrément pour faire de l'hébergement qui ne sont pas données, ce qui fait que les 2 centres qui font de l'hébergement, que je vous ai indiqué tout à l'heure, le font sans autorisation réelle agrément, donc avec des grands problèmes pour la responsabilité des directeurs. Et aussi, ils ont besoin d'une autorisation des services de la préfecture pour pouvoir ajouter à leur dossier de demande pour accéder au statut d'ONG. Et ça reste sans suite pour 3 associations qui en ont fait la demande plusieurs fois et ça n'a jamais abouti. Donc du coup, ils ne passent pas au statut d'ONG et pour eux, c'est un manque d'autonomie très difficile à soutenir. Donc il y a une sorte de conflit de légitimité, et puis les associations ont l'impression qu'eux, ils sont là pour faire des choses concrètes, alors que l'État fait de la politique politicienne, pour citer Chergay, le président d'une des associations. Voilà. En ce qui concerne le résultat de mon travail auprès des enfants, donc j'ai fait des ateliers de dessin dans 5 associations. J'avais demandé aux enfants 3 consignes: de dessiner d'abord leur vie quotidienne, de se représenter dans leur vie quotidienne, de dessiner leur rêve de métier, le métier qu'ils veulent faire plus tard, de dessiner la personne qu'ils aiment le plus au monde, j'ai appelé ça les figures de l'attachement, et comme ils avaient encore envie de dessiner, je leur ai laissé faire des dessins libres. Alors, je peux aller que très vite, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais qu'est-ce qu'on peut tirer de ces résultats? Déjà, on voit l'importance du football. Pour eux, ça occupe une grande part de leur esprit, on le retrouve dans les questionnaires et dans les entretiens. Le fait qu'on va relever notamment dans les rêves de métier, donc ici il y en a beaucoup qui veulent devenir footballeurs, il y en a aussi beaucoup qui veulent devenir maître coranique, et en fait ça fait partie du nœud du problème. Parce que si on a 50 à 200 enfants par maître coranique et que ne serait-ce que la moitié deviennent à leur tour maître coranique, on comprend bien qu'on a affaire à un phénomène exponentiel et qu'au bout d'un moment, c'est saturé et ça fait toujours de plus en plus d'enfants talibés dans la rue, et c'est un des nœuds du problème, dont ils ont conscience d'ailleurs. On voit aussi qu'il y a quand même pas mal d'occidentaux présents dans les figures de l'attachement. Il y a quand même 13 toubabs qui ont été dessinés. Peu de mères, mais ça correspond en fait au stade normal du développement. Même ma fille, quand elle dessine la personne qu'elle aime le plus au monde, elle dessine ses amis et pas moi. Dans les dessins libres, on peut relever rapidement. Je ne sais pas si vous les voyez bien, les dessins. Pas du tout. Mince. Bon, il y a un dessin avec une connotation assez claire de l'acte sexuel. Il est à droite du dessin du toubab couvert de poils, là, avec une étoile de l'islam. Voilà, mais on ne le voit pas très bien. Et ça dénote cette espèce de pulsion qui est assez mal contenue chez les enfants talibés qui grandissent dans une grande promiscuité, parfois à un âge de la puberté. Et donc il y a beaucoup de délinquance sexuelle, finalement. Je voulais aussi insister sur les observations que j'ai pu faire dans la rue. Les enfants ne sont pas très très faciles d'accès. Enfin, à la fois, on peut avoir accès à eux très rapidement et puis très vite ils vont s'éloigner. Mais j'ai passé beaucoup de temps à les observer dans la rue. Et c'est vrai que la rue est un espace de danger à cause de la circulation, de la délinquance. Il y a pas mal de faits divers sur ça. Mais c'est aussi, et on ne peut pas en douter quand on est un peu attentif à leur jeu, c'est un espace de liberté et c'est un espace de jeu. Et c'est un espace dans lequel finalement, ils ont l'air assez parfois heureux d'être ensemble et de pouvoir jouer relativement librement. Évidemment, c'est dangereux. J'ai mis cette citation d'une marraine qui dit « Mais chaque jour, ils traversent le pont pour venir chez moi, et ils sont heureux, ils sont contents. » Et c'est aussi évidemment un espace de rencontre pour les enfants. C'est là qu'ils vont rencontrer par exemple une marraine, c'est par eux-mêmes ils vont aller chercher une marraine. C'est là qu'ils vont rencontrer des boutiquiers qui vont par exemple les aider à garder de l'argent. Et c'est là qu'ils vont rencontrer les acteurs associatifs, les centres. En fait, c'est sur leur temps de mendicité, qui correspond pour un temps libre, qu'ils vont aller fréquenter les centres associatifs librement. C'est-à-dire qu'ils choisissent où ils vont. Et puis, le bouche à oreille va très vite parmi eux, c'est-à-dire qu'ils ont très vite repéré où c'est qu'il y avait goûter communautaire dans quel centre. Donc on se retrouve dans chaque association avec parfois 500 enfants qui viennent prendre leur goûter communautaire. Et là, en période de Ramadan, ils viennent rompre le jeûne dans les associations. Oups. Voilà, pour les résultats des questionnaires que j'ai faits avec les enfants... Pourquoi c'est dans ce temps-là ? Donc, on voit
notamment, ce qu'il faut retenir, c'est que on parle d'un retrait des enfants des rues pour les ramener chez eux, mais si on leur pose la question à eux, on se rend compte que seulement la moitié ont réellement envie de rentrer chez eux maintenant. L'autre moitié a envie de continuer l'apprentissage coranique. On se rend compte aussi que parmi les enfants interrogés, bon, c'est un petit échantillon, hein, ça demanderait un travail quantitatif plus approfondi, mais sur 30 enfants, il n'y en a que la moitié qui ont effectivement une marraine. Donc il y aurait peut-être, c'est les acteurs communautaires, c'est un système informel et traditionnel de soutien, mais il peut être peut-être renforcé parce que ça, c'est possible. Et il y a aussi, on se rend compte que s'il y en a les 2/3 qui sont obligés de mendier pour leur maître et de leur apporter de l'argent, c'est une bonne proportion, mais c'est pas tous, contrairement à ce qu'on peut entendre dans les campagnes. Et il y en a, par contre, pratiquement tous, 28 sur les 30, qui travaillent effectivement, qui travaillent au marché. Donc ça veut dire que la limite en fait entre enfants mendiants et enfants travailleurs, elle est assez ténue. Et on se rend compte aussi que les enfants ont accès à des fonds propres, donc à travers le travail et la mendicité, à la fois pour le maître, mais aussi pour eux. Donc c'est des enfants, on peut les trouver, enfin pas beaucoup, mais parfois ils ont un téléphone portable, enfin ils vont s'acheter des choses pour eux aussi. Et pour la famille, ils vont faire des dons à l'occasion des cérémonies, des fêtes religieuses. Voilà. Pour les questionnaires auprès des grands talibés, je ne vais pas avoir beaucoup le temps, juste se rendre compte que c'est eux qui s'occupent des enfants talibés, qu'ils ont eu une enfance traumatique, c'est une vraie jungle, qui se demandent encore comment ils ont réussi à s'en sortir, mais ils ont intégré aussi l'idée que, enfin pour eux aussi, c'était pour leur bien, hein, cette histoire de bonne souffrance dont je vous parlais tout à l'heure. Et ils sont aussi tout à fait témoins de la transition humanitaire. Ils ont bien vu qu'il y avait de plus en plus d'associations. Ils en sont assez contents. Par contre, ce n'est pas tous les grands talibés, les maîtres coraniques, qui autorisent les enfants à aller vers des centres humanitaires. Et ils sont en recherche d'activités génératrices de revenus, parce que ce soit les petits, les grands talibés ou même les maîtres coraniques, ils ont tout à fait conscience que l'apprentissage du Coran en soi ne va pas pouvoir constituer une activité génératrice de revenus et elle doit s'associer à l'apprentissage d'un métier ou la recherche d'une activité génératrice de revenus. Ce que les centres associatifs proposent, hein, ils proposent des liens vers des formations, de l'alphabétisation, etc. J'avais fait un cadre conceptuel de la vulnérabilité des enfants talibés mendiants. Évidemment, je ne vais pas vraiment pouvoir le détailler ici, on pourra peut-être y revenir pendant les questions, mais c'est aussi un outil que j'ai mis à disposition des acteurs associatifs et humanitaires que j'ai rencontrés et de l'État sénégalais, à travers la personne de Nioro Baye Diouf, qui est directeur de la Direction nationale pour les droits de l'enfant au Sénégal. Voilà, par rapport donc aux réponses aux questions de départ, donc j'ai relevé cette effervescence de la réponse associative qui a été dynamisée par le tourisme humanitaire, le manque de légitimité accordé par l'État et l'effet double bind qui empêche en fait les acteurs d'aller au-delà du soutien alimentaire, vestimentaire, du soutien d'urgence. Hein. Ils font un petit peu de suivi, mais c'est rare en fait qu'un enfant arrive à être fidélisé à un centre suffisamment pour qu'il y ait un suivi social vers une sortie de rue construite. On est parfois plus dans un rapport consumériste à l'aide. Ils savent très bien d'ailleurs tirer profit de l'aide humanitaire et il y a une amélioration générale de leur situation sanitaire grâce à cette effervescence associative. Mais des sorties de rue qui sont parfois difficiles. Alors, c'est des enfants qui sont victimes de leur placement, ils n'ont pas choisi, mais qui sont tout à fait acteurs de leur parcours urbain. Et il y a une nécessité à renforcer autour de cet enfant acteur sa prise en charge par un milieu social résilient, enfin, plutôt construit sur les acteurs communautaires. Lesquels acteurs communautaires sont aujourd'hui accessibles essentiellement par le biais des associations, qui les connaissent très bien, ou les enfants eux-mêmes. Et je voulais juste attirer l'attention sur le fait qu'il y a peut-être Enfin, quand on prend conscience de cette agency des enfants, de la façon dont la rue représente pour eux aussi une mise à disposition de ressources matérielles, alimentaires, mais aussi humaines, tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un danger à vouloir les retirer de la rue, à leur interdire la rue ? Là, on a un plan de retrait qui est axé essentiellement sur des sanctions et sur des ramassages d'enfants dans la rue. Et je voulais juste citer cet exemple d'un Dara que je connais bien, parce que je connais un maître coranique que j'ai connu quand il était enfant talibé, et qui, depuis l'annonce de ce plan de retrait des enfants des rues, ont décidé de ne plus laisser aller les enfants dans la rue mendier. Et du coup, les 200 enfants de cette école coranique, eh ben, ils mangent, ils dorment, ils prient, ils jouent, tout dans le même espace, avec les mêmes référents, les grands talibés, et du coup, ils n'ont pas d'ouverture comme ça sur le monde, qui est par ailleurs un lieu de résilience. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il faut laisser les enfants dans la rue,
Je dis qu'il ne faut peut-être pas leur interdire la rue et réussir à les accompagner pour trouver dans d'autres lieux que la Dara les moyens de satisfaire leurs besoins à la fois alimentaires mais aussi éducatifs, affectifs. Voilà. Donc c'est pour ça que je proposais d'aller vers un plan de retrait concerté, parce que mais je suis même pas sûre qu'en fait retrait ce soit un beau mot, parce que retrait, il y a la passivité de l'enfant dedans, on le retire, alors que l'enfant est acteur et il va de toute façon essayer de contourner tout ça. Et donc moi je propose un plan de retrait axé vraiment sur la concertation. Donc ça implique évidemment une concertation qui peut se faire qu'au niveau vraiment du terrain, et ça implique les acteurs communautaires et les associations. Voilà. Bon, sur les limites, rapidement, le temps court, on l'a tous vécu. Le fait que, j'aimerais juste dire ça, le fait que l'établissement de la confiance a été un peu difficile, le fait de ce que ma directrice de thèse appelait un terrain brûlé, c'est-à-dire qu'il y a d'autres chercheurs qui sont venus avant moi et qui ont contribué dans leur rapport à discréditer le travail des associations, qui ont perdu en légitimité vis-à-vis de l'État et vis-à-vis des financeurs. Donc maintenant, ils se protègent de ça, évidemment, surtout qu'ils sont en recherche et en demande de légitimité, vu le travail concret qu'ils font sur le terrain. Et dans les limites aussi, le fait que je n'ai pas tout à fait terminé la restitution, alors que la restitution auprès des acteurs est vraiment un élément essentiel de la recherche-action. Donc j'entends y retourner pour terminer cette restitution. Est-ce que j'ai le temps de dire ma conclusion? Pour les enseignements scientifiques, on voit que les talibés mendiants de Saint-Louis, comme d'autres enfants des rues du monde, accèdent dans le cadre de la transition humanitaire à un ensemble de ressources. Et celles-ci vont venir renforcer une capacité d'action, agency, acquise à travers une relative liberté de mouvement urbain, finalement. Et la transition humanitaire les expose en ce sens à des influences polyphoniques, parfois contradictoires, mais ça c'est propre à la mondialisation, mais ça appelle du coup un encadrement bienfaisant qui intègre leur point de vue dans une perception pluraliste propre aux sociétés globalisées. Voilà, merci à tous. Merci à Jeanne pour cette présentation qui vous donne un aperçu. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à lire l'intégralité du papier. Vous avez bien vu à quel point cela confirme ce qu'on disait tout à l'heure. C'est majeur, c'est très important. Et ces questions que Jeanne pose valent pour beaucoup de situations de terrain. Je passe maintenant la parole à notre deuxième lauréate, qui est Marjorie Gerbier-Aublanc, qui est socio-anthropologue, qui est donc en fait officiellement docteur en sociologie, mais qui mobilise beaucoup de méthodes et de références académiques de l'anthropologie. Elle est actuellement en recherche postdoctorale à l'École des hautes études en sciences sociales, et elle travaille dans le cadre de l'ANR Babel. Ces thèmes de recherche ont été constamment, depuis sa thèse, les trajectoires des migrants, et en particulier les trajectoires de santé. Elle s'est beaucoup intéressée aux politiques de solidarité qui se sont mises en place, bien au-delà des ONG et des associations qui ont pignon sur rue, mais de la part de migrants eux-mêmes, comment ils se sont mobilisés. Alors, au cours de sa thèse, elle avait travaillé en particulier sur les femmes, le rôle des associations féminines dans la prévention du sida et le rôle de médiation qu'elles avaient dans le cadre de l'hôpital. C'est une thèse qu'elle a réalisée dans le cadre de Paris 5. Et depuis, elle s'est concentrée sur quelque chose que bien sûr vous connaissez tous en tant que citoyen et en tant que lecteur des médias, qui est le camp bidonville de Calais, connu comme la jungle. Et en particulier, elle est allée regarder les dynamiques de solidarité qui s'y sont construites, surtout après la dite destruction de ce camp, en fait, le déplacement, la dispersion des personnes qui l'occupaient, qui habitaient dans les centres d'accueil et d'orientation. Elle a aussi regardé, du fait de ses recherches intérieures et de sa formation, elle a regardé le rôle de l'hôpital à Calais et comment s'organise l'offre de santé, comment finalement le système de santé a été percuté
par cette situation et comment il serait déployé. Et puis actuellement, elle travaille, comme je le disais en ouverture, sur un autre terrain plus parisien, qui est l'hospitalité privée, ce qu'on appelait tout à l'heure l'organisation et l'action des citoyens ordinaires. Comment donc les migrants sont accueillis par les habitants dans le cadre de la région parisienne. Là encore, je vais passer la parole à Marjorie qui vous en dira plus. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Comme Alessia a pu vous le présenter, la recherche que j'ai réalisée dans le cadre de la fondation, qui était à l'époque le Fonds Croix-Rouge française et grâce au soutien financier du groupe Malakoff-Médéric, en fait, comporte une multiplicité, plusieurs résultats que je ne peux pas vous présenter aujourd'hui puisque le cadre de la présentation est défini. Donc j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de ce que j'ai nommé l'improvisation humanitaire. Donc l'improvisation humanitaire au prisme des potentialités et des limites des solidarités citoyennes qui se sont déployées dans les camps de migrants, donc à Calais, et puis également dans les campements de rue à Paris. Donc, pour commencer, en fait, que se passe-t-il? Dans le cadre de ce qu'on a nommé la crise des migrants et de ce que certains chercheurs ont nommé, et que je préfère nommer ainsi la crise européenne des politiques migratoires, cette crise européenne des politiques migratoires qui donc s'articule à un durcissement national des politiques migratoires, un ensemble de camps sont redevenus visibles, ont été produits de partout en Europe, comme l'ont montré mes collègues du collectif Babels, et notamment le camp que l'on a bien connu à Calais, que l'on a nommé la jungle ou la New Jungle, mais également une multiplicité de campements de rue parisiens qui n'ont toujours pas disparu, puisqu'il suffit d'aller se balader du côté d'Austerlitz ou dans le nord de Paris encore pour pouvoir en observer. Et donc, en fait, au sein de ces campements, une des questions qui se pose est celle des conditions de survie extrêmes, finalement, des personnes qui y sont installées, que je nommerais des migrants. On pourrait discuter la terminologie, mais bon, c'est pas non plus le cadre et pas celui-ci. Donc, de ces migrants qui sont maintenus au bord du monde, comme le disait donc Michel Agier. Donc, partant de ce contexte très général, d'un point de vue plus scientifique, les questions que je me suis posées avant d'entrer sur ce terrain portaient sur les enjeux de la pluralité des acteurs en présence au sein de ces camps et campements. Donc, pluralité d'acteurs parce qu'on y trouvait aussi bien des acteurs institutionnels, représentants de préfecture, soignants hospitaliers par exemple, policiers également, CRS, acteurs humanitaires traditionnels, grandes ONG humanitaires, plus petites ONG humanitaires, associations locales historiques et également, donc bien sûr, les migrants qui s'organisaient entre eux et qui continuent de s'organiser entre eux, mais également de nouvelles ou en tous les cas un redéploiement de solidarité citoyenne qu'on avait peut-être pas perçu de la même manière depuis de nombreuses années et donc de solidarité citoyenne qui se redéployait sous des formes collectives mais également sous des formes plus individuelles. Voilà, donc partant de là, j'ai cherché à m'intéresser donc à ce renouvellement des solidarités citoyennes qui étaient finalement évoquées mais peu documentées dans la littérature scientifique et j'ai cherché à interroger les mutations du monde humanitaire auxquelles l'introduction de ces nouveaux acteurs ou que venait révéler l'introduction de ces nouveaux acteurs dans les pays du Nord tels que la France. Donc les objectifs de cette recherche, en tous les cas, des résultats que je vous présente aujourd'hui, c'était bien donc d'interroger les logiques pratiques et les logiques éthiques, les potentialités mais également les limites et les tensions qui traversent donc l'intervention de ces citoyens ordinaires au sein de ces terrains humanitaires hautement politisés. Donc comment est-ce que ces citoyens ordinaires, pourquoi je parle de citoyens ordinaires d'abord? Donc d'un point de vue très général, moi je considère, je m'extrais un peu des débats anthropologiques autour des questions de citoyenneté, et je considère comme citoyens des individus au statut juridique divers qui vont à un moment donné prendre part à la vie publique. Et pourquoi je parle d'ordinaire? Non pas pour dévaloriser leur statut ou leurs actions, mais pour souligner combien, excepté dans le cas de quelques militants, l'investissement de la cause des migrants l'investissement de ces individus au sein de la cause des migrants était finalement déconnecté
ou en tous les cas ces individus n'étaient pas connectés aux sphères militantes, ou qu'ils y étaient peu investis et qu'ils avaient peu conscience des effets des politiques migratoires et des réalités notamment de la demande d'asile en France avant d'investir la cause des migrants. C'est en ce sens, de par cette dimension de déconnexion de la vie publique et des réalités des politiques de l'immigration que je considère qu'il s'agit là de citoyens ordinaires. Et donc ce que je vais essayer de vous présenter, c'est comment ces citoyens ordinaires improvisent au quotidien une forme d'intervention humanitaire. Pour ce faire, en fait, je vais mettre en perspective deux terrains. C'est donc deux terrains que j'ai réalisés, donc comme je le disais, à Calais, à Paris. Le nom des collectifs est totalement anonymisé. Bon, certains pourront peut-être les reconnaître, mais ce n'est pas les noms officiels. Donc, ces deux initiatives citoyennes qui sont nées depuis 2015. D'une part, l'association Espoir, donc, qui se présente comme une plateforme de bénévoles et qui est d'abord intervenue dans les camps du Nord, puis ensuite qui est intervenue sur le terrain parisien. Donc, en fait, là, dans ce cas-là, je reprends ce que disait Jeanne tout à l'heure. J'ai réalisé, entre guillemets, une recherche. Parce que moi, je dis entre guillemets, parce qu'on pourrait discuter, mais je ne considère pas non plus que ce soit complètement une recherche-action que j'ai eu l'occasion de considérer, de par notamment le temps court sur le terrain et la complexité du terrain. Mais pour autant, j'ai réalisé une recherche sur l'action, en action. En action, pourquoi? Parce que j'étais immergée totalement au sein de cette association Espoir pendant 2 mois, au sein du camp de Calais. J'accompagnais les bénévoles au quotidien sur le terrain, tout en réalisant également, donc j'observais le fonctionnement de ce collectif de l'intérieur jour et nuit. Et en parallèle, par moments, je m'extrayais un petit peu de ce collectif, cette association, pour aller dans d'autres associations ou plus grandes ONG, observer aussi d'autres actions, puis rencontrer différents acteurs. Donc, voilà, j'ai pu articuler des observations participantes avec des entretiens auprès de divers acteurs. Je ne vais pas détailler ici la méthode. Et j'ai pu maintenir des contacts avec les bénévoles de cette association au-delà du terrain jusqu'à aujourd'hui. En parallèle, pas en parallèle, mais après ce terrain, donc, que j'ai réalisé du coup à l'automne 2016, puisque en raison des contingences politiques de la destruction du camp, le camp n'existant plus, je suis partie de Calais. Et j'aurais pu rester, mais bon, on pourra aussi en discuter. Et donc, suite à cela, en fait, je me suis intéressée un petit peu à ce qui s'était passé à Paris. Pour le coup, ici, rétrospectivement, puisque c'était le moment où le camp humanitaire de La Chapelle avait ouvert, et donc que les campements de rue étaient moins existants, dirons-nous. Donc à ce moment-là, j'ai rencontré en fait une vingtaine de ceux qui se sont nommés ou qui ont été nommés des soutiens et qui étaient affiliés ou qui intervenaient de près avec le collectif, que j'ai nommé le collectif Ensemble, qui est aujourd'hui devenu une association, donc sur le terrain parisien. Donc là, mon terrain parisien, je l'ai principalement réalisé à partir d'entretiens et de rencontres informelles avec divers acteurs de ce collectif. Donc, pour commencer, il est important de souligner que les citoyens ordinaires que j'ai rencontrés ont des parcours hétérogènes. Ou en tous les cas, les deux éléments qui peuvent les rapprocher, c'est le fait que, d'une part, ce sont leurs émotions et les émotions suscitées par la prise de connaissance ou la vue des camps de rue qui se sont posés comme un vecteur d'indignation et qui ont déclenché en fait une envie d'agir, une envie de prendre sa part. Le fait de voir à la télévision les morts en Méditerranée, les attentats également ont beaucoup été cités dans les entretiens comme un élément déclencheur de leur prise de conscience et de leur envie d'agir, mais également le fait, notamment à Paris, d'observer des campements de rue en bas de chez soi. Donc la proximité directe au campement de rue. Et donc au-delà de ces émotions, ce sont quand même des personnes qui étaient dotées de ce qu'on nomme en sociologie des dispositions critiques à l'action. Donc une socialisation, soit religieuse, soit, dirons-nous, humaniste ou politique. Également des expériences personnelles du voyage, voire de l'émigration-immigration, qui, d'une certaine manière, leur permettaient de rapprocher ce qu'ils observaient dans la rue à leur propre situation. Ensuite, au sein des deux collectifs, de l'association et des collectifs que j'ai observés, les bénévoles soutiens ont des profils un peu distincts. Et la mobilisation est un peu distincte, c'est-à-dire qu'au sein de l'association Espoir intervenant donc au moment de mon enquête à Calais, c'était principalement des jeunes de moins de 25 ans, mais pour autant, on trouvait également des retraités, des personnes en activité, voire en transition professionnelle,
principalement de nationalité française, parce qu'à Calais, ce qui a beaucoup été souligné autour du redéploiement des solidarités citoyennes, c'est la présence des Britanniques. Mais donc, cette association a mobilisé des milliers de jeunes Français, notamment, au sein de ce camp, et puis aujourd'hui à Paris. Et donc, ce qui est surtout différent à Paris et à Calais, c'est que les personnes avec lesquelles j'ai travaillé à Calais, c'était des personnes qui partaient en mission, entre guillemets, humanitaire à Calais, c'est-à-dire c'était des personnes qui qui réalisaient un séjour de plus ou moins long terme sur le terrain, et donc qui avaient vraiment ce sentiment de partir en mission, et qui utilisaient par exemple soit leur week-end, pour ceux qui habitaient à Lille, il y avait beaucoup de Lillois qui venaient tous les week-ends, mais également des moments de leur retraite, des vacances, une période de chômage, ou une période de transition entre 2 années d'études, qui était donc utilisée pour aider les migrants au sein de ces camps. À Paris, la différence, c'est que les personnes qui se sont mobilisées, c'était d'abord des personnes qui se sont mobilisées en bas de chez elles. Donc, en fait, en bas de chez elles, c'est-à-dire qu'elles ont articulé les temps de l'aide humanitaire aux différents temps de leur vie ordinaire. Donc ici, il n'y avait pas d'extraction de la vie ordinaire pour partir en mission, mais bien une articulation, en tous les cas, dans un premier temps, de ces différents temps de la vie. Et donc, c'était des personnes qui, pareil, avaient des statuts divers, des étudiants aux personnes en activité professionnelle. Mais dans le cadre de l'activité professionnelle, c'était plutôt des gens en activité libérale, donc qui disposaient quand même d'une marge de manœuvre assez importante sur leur temps de travail pour pouvoir dégager du temps pour se mobiliser. Et donc, Isabelle Coutan, dans Les migrants en bas de chez soi, qui vient de paraître, a souligné que c'était quand même une majorité de femmes qui étaient investies à Paris, tandis qu'à Calais, on n'a pas observé cette majorité. Bon, il y avait quand même beaucoup de femmes, mais au sein de l'association Espoir, il y avait vraiment un équilibre du sexe ratio. Tandis que chez les Britanniques, c'est vrai qu'il y avait peut-être un peu plus de femmes. Donc, premier résultat, deuxième résultat, dirons-nous, au sujet de cette mobilisation, c'est qu'il s'agit de novices dans l'action humanitaire, de novices dans la cause des migrants, qui se positionnent de manière interstitielle. Autrement dit, qui se positionnent aux interstices d'une action humanitaire spécialisée notamment dans les domaines de la santé et de la gestion logistique du site, là je parle de Calais notamment, et donc aux interstices de cette action humanitaire spécialisée et du sous-dimensionnement de l'action publique. L'association Espoir est née en janvier 2016 de l'initiative d'une famille qui se présente comme indignée. Et donc, en septembre de la même année, l'association comptait 3000 adhérents et plus de 20 000 journées de bénévolat. Donc, pour vous montrer la croissance exponentielle un petit peu de l'association. Cette association-là, elle est arrivée sur des terrains qui étaient déjà surinvestis. Et donc, ça a été un petit peu compliqué de s'insérer sur le terrain. Et la stratégie dans les camps du Nord, qui n'a pas été la même à Paris, mais la stratégie dans les camps du Nord, ça a été, pour contourner ces difficultés d'entrée sur le terrain, ça a été d'une part de se positionner sur une activité qui n'était pas investie, c'est-à-dire le ramassage manuel d'ordures, et c'est une des activités qui a fait l'objet de mes observations et de mon travail sur le terrain. Et puis en parallèle, de se présenter aux acteurs locaux comme une plateforme de bénévoles, comme un réservoir de main-d'œuvre pour donc ces acteurs locaux, c'est-à-dire qu'au quotidien, les bénévoles avaient le choix entre ramasser les ordures, ou bien aller préparer à manger dans une cuisine communautaire, ou bien donner des cours de français dans une école existante, ou bien réaliser du tri de vêtements dans une association existante. Enfin voilà, c'est des bénévoles qui venaient combler du coup le besoin de main-d'œuvre d'autres structures déjà existantes. Le collectif Ensemble, à l'inverse, c'est un collectif, lui, qui est né à l'automne 2015 du regroupement spontané de riverains indépendants, donc en bas de chez eux, et qui ont commencé à se mobiliser sur un terrain non investi, sur un terrain non investi, donc notamment en répondant aux urgences matérielles. Donc urgences matérielles, distribution alimentaire, de tentes, enfin j'ai tout listé, je ne vais pas rentrer dans le détail. Également, qui ouvraient leur domicile pour permettre aux personnes de prendre des douches, de laver leur linge, et proposaient également des orientations, des accompagnements vers différentes structures sociales, administratives, juridiques, mais également servait d'alerte, réaliser des veilles au sein des campements de rue et allait alerter en fait les ONG humanitaires, voire l'État, la mairie de Paris, sur différentes situations, notamment sanitaires, qui pouvaient se dérouler dans le camp. Bien que ces deux initiatives soient très distinctes en termes de fonctionnement, d'émergence, en tous les cas,
d'émergence, voilà, et de point de départ. L'un des points qui est très intéressant de souligner, c'est qu'elles fonctionnent toutes les deux à partir de ce que j'ai nommé une forme de bricolage organisationnel. Et c'est ce bricolage organisationnel qui se pose comme un outil d'improvisation. Bricolage organisationnel qui repose sur 3 caractéristiques notamment. Une coordination souple et artisanale, pardon. Là, c'est écrit un petit peu petit. Une coordination souple et artisanale, c'est-à-dire que c'est des associations qui sont structurées de manière horizontale et que souvent les coordinateurs ou chefs d'équipe sont des novices eux-mêmes qui ne sont sur le terrain que depuis quelques jours, que les coordinateurs en fait sont connus au prénom et que c'est des prénoms qui circulent sur les réseaux sociaux principalement. Voilà, donc les réseaux sociaux, les doodles, les fichiers Excel, c'est les outils de cette organisation artisanale. Ensuite, les recrutements sont peu sélectifs et les formations ou informations se font un peu sur le tas. C'est-à-dire que l'ensemble de ces personnes se réunissent, se prennent contact d'abord via les réseaux sociaux, via ces espaces virtuels, entrent en communication comme ça et se rencontrent sur le terrain, mais directement sur une action en fait humanitaire. Et c'est directement à ce moment-là qu'il va y avoir, on va lui dire tiens tu fais ça, tu prends ça, tu fais comme ça, et en fait on va expliquer aux personnes comment faire un peu sur le tas. Il y a très peu quand même de réunions d'information préalables, ou c'est des réunions d'information qui portent un peu sur des enjeux très généraux. Ensuite, donc, bon, comme je vous le disais, réseaux sociaux très importants, inscription et planification en ligne. L'inscription pour une mission de terrain peut se faire en ligne, on peut réserver son séjour, son hébergement, etc. en ligne. Et puis, voilà. Et puis enfin, ces associations, l'une des critiques qui leur est adressée, mais également l'une de leurs forces, c'est de reposer sur un turnover très important qui est mis à profit au quotidien pour renouveler les ressources humaines. Un petit exemple, une coordinatrice m'expliquait par exemple à Paris que pour des distributions alimentaires, en fait, ça peut être par exemple une personne qui va chercher les denrées quelque part, les apporte au domicile de quelqu'un qui va cuisiner, quelqu'un qui va récupérer ce qui a été cuisiné par la personne, les apporte sur le campement à d'autres personnes qui réalisent les distributions. C'est une autre personne qui a été chercher le pain chez le boulanger pour l'amener sur le campement, et c'est d'autres personnes qui récupèrent la vaisselle pour l'amener au domicile de quelqu'un d'autre qui va faire la vaisselle. Enfin, vous voyez, c'est toute un fractionnement des tâches qui permet en fait que chacun puisse se mobiliser un peu à la carte selon ses disponibilités, ses envies. Donc c'est vraiment cette théorie des petites mains, comme l'appelait Madeleine Trépanier, qui fait que les personnes se glissent à partir de ce qu'elles ont à offrir dans les interstices de l'existant. Donc c'est une mobilisation qui est principalement présentée et perçue comme à la carte et au clic. Internet et du coup à la carte, on fait comme on veut. Pour autant, la reconnaissance, et notamment la reconnaissance des individus, est clairement présentée comme... J'ai terminé, d'accord, j'ai plus le temps. Ok. Comme, voilà. Donc au-delà en fait de tout ça, ces initiatives, elles s'inscrivent clairement dans une dynamique de reconnaissance des sujets, de reconnaissance de leur histoire, de leur singularité, de leur capacité d'agir, tandis que ces personnes, les migrants, sont rendus invisibles par des logiques politiques du soupçon et des logiques de gestion des flux. Donc en fait, ici, l'improvisation humanitaire, au-delà d'être bricolée, elle repose clairement sur une volonté, en tous les cas, d'entretenir la dignité humaine, de recréer des liens et des repères familiers au quotidien, en étant présent au quotidien, en entretenant l'environnement physique, en nettoyant les ordures, en distribuant des repas, donc en manifestant des actes premiers d'hospitalité et en tentant de rendre ces lieux hostiles les plus accueillants possibles. Et également, c'est des initiatives qui cherchent à prêter attention à la voix et aux ressources des migrants, en les encourageant à participer à des assemblées générales, à des plateformes de démocratie, à des plateformes démocratiques, mais également en se basant sur les capacités et ce que les personnes ont à offrir pour construire, pour formuler leurs projets et leurs actions au quotidien, pour improviser leurs actions au quotidien. Et là, par exemple, j'ai juste mis une photo que j'ai prise d'un tableau c'était un cours en fait de français qui était donné à la veille du démantèlement, où en fait la prof, l'enseignante du coup bénévole qui improvisait son cours au quotidien, là c'était basé sur les émotions des personnes à la veille de la destruction du camp de Calais. Donc on peut lire, moi je ne sais pas si vous pouvez lire, mais qui disent « C'est bien de quitter la jungle car je vais apprendre le français ». Je vais aller dans une autre ville.
en formation professionnelle. Aujourd'hui, je vais préparer ma valise dans une ville, mais je suis triste de quitter mes amis, de ne pas savoir où je vais. Je suis triste de quitter la jungle, mes amis, mon professeur, j'ai le ventre serré, etc., etc. Donc on voit comment, en fait, partant des émotions des personnes, c'est comme ça que, par exemple, les cours de français étaient construits. C'est un exemple parmi d'autres. Voilà. Mais donc, je vais aller un petit peu plus vite là. La pérennisation de ces initiatives citoyennes sont extrêmement complexes pour plusieurs raisons. D'une part, parce que les frontières entre l'humanitaire et le politique sont extrêmement ténues et que, comme je vous le disais, les enjeux politiques ne sont pas toujours bien connus, compris, saisis par des personnes qui viennent sur le terrain sur du court terme ou bien, en tous les cas, qui ont peu conscience en fait de tous les enjeux politiques au sein desquels ils agissent. Et donc, pour autant qu'ils vont se politiser progressivement, mais finalement leur voix reste stigmatisée, voire criminalisée. On les accuse d'instrumentaliser la cause des migrants et eux-mêmes sont instrumentalisés par les politiques gouvernementales en finalement acceptant parfois de faire des choses qui s'opposent à leurs valeurs de départ. Parce qu'ils n'ont pas forcément conscience de tout ça et qui vont chercher à se maintenir à tout prix dans l'aide. Ensuite, cette pérennisation est également complexe parce que bien que l'action soit présentée comme à la carte, finalement on se rend compte qu'il y a une réelle redéfinition des frontières de l'ordinaire. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui pensent s'investir, aller un week-end pendant des vacances, dédier une demi-heure tous les jours à la cause, finalement finissent pour diverses raisons par fusionner avec la cause, par s'y perdre. Parfois, cette mobilisation remet totalement en cause leur vie ordinaire, leur vie professionnelle. Il y a des processus de précarisation des citoyens qui en viennent presque à partager la précarité des personnes qu'ils accompagnent, etc., etc., et qui va provoquer beaucoup d'épuisements, voire des burn-out, mais ces burn-out et ces épuisements ne les mènent pas à quitter le terrain. Donc en fait, ils se maintiennent sur ce terrain dans des états d'épuisement chronique. Donc là, il y a diverses initiatives de soutien psychologique qui se sont déployées, mais qui sont aussi discutables parce qu'elles sont assez distinctes et parfois, elles sont proposées par des personnes qui sont elles-mêmes en burn-out en fait. J'ai presque fini. Enfin, l'éthique humanitaire est ici mise à l'épreuve de la théorie des petites mains, puisque à vouloir trop aider, parfois les personnes n'aident pas bien, ou en tous les cas ne respectent pas les bonnes pratiques humanitaires, et puis peuvent mettre en danger les personnes destinataires de l'aide. Notamment une personne sur KLM disait « In jungle, everybody is a lawyer ». Donc la question de l'accompagnement juridique, elle est assez significative ici, où tout le monde, finalement, après avoir passé un mois sur le terrain, devient juriste et se met à donner des conseils aux personnes sur leur trajectoire, ce qui peut être assez complexe et contre-productif au final. Donc ici, on souligne bien toutes les dérives d'aider plus que mieux. Donc pour conclure, bon, les limites sont les mêmes que celles qui a été soulignée par Jeanne, un temps assez court sur le terrain et voilà, avec des données qui sont parfois incomplètes, un portrait à un tenté d'une situation qui évolue. Pour autant, ce qu'on peut souligner, c'est tout de même le travail inestimable de ces citoyens ordinaires qui, collectivement, comme je vous le disais, interviennent dans les interstices de cette action humanitaire très spécialisée et du sous-dimensionnement d'une action publique et qui, ensemble, cherchent à façonner les frontières du politique, à se réapproprier la chose publique. Et pour autant, à mon sens, et quand je mets cette recherche en perspective avec ma recherche précédente, ce qui ressort, c'est que les dérives et limites de cette action improvisée reposent beaucoup sur cette crise d'un État social et d'un État de droit que les acteurs, donc ces citoyens ordinaires, observent et à laquelle ils cherchent à répondre au quotidien, puisque j'ai montré dans mes recherches précédentes combien la crise de l'État social et de la crise de l'État de droit mettaient notamment les acteurs associatifs à l'épreuve, et produisaient de l'épuisement chez les acteurs associatifs, mais également chez des travailleurs sociaux, chez les soignants hospitaliers, etc., etc. Et donc, voilà. Donc, ce qui peut être également observé, c'est une redéfinition ici des frontières de l'humanitaire, donc sur le terrain français,
une dynamique d'hybridation donc du fait humanitaire, c'est-à-dire que ce sont des répertoires d'action, des dynamiques, des fonctionnements qui vont articuler finalement action humanitaire, militantisme politique, action publique et solliciter les réseaux sociaux, enfin différents types d'outils qui viennent un peu transformer une action humanitaire plus traditionnelle et pour autant réactualiser le mythe de l'humanitaire d'État, autrement dit les risques d'instrumentalisation par le gouvernement, les gouvernements, d'une action à l'origine qui se veut bienfaisante, etc. Donc, quelques implications que je pourrais souligner. Après, je trouve que c'est toujours délicat pour un chercheur de proposer des choses, mais en tous les cas, ici, ce qui me semble important, c'est d'interroger en permanence l'éthique des interventions humanitaires, et c'est peut-être pour ça qu'on est là, les chercheurs, pour accompagner à ce niveau-là, ou en tous les cas, pointer des choses que les acteurs humanitaires qui ont la tête dans le guidon n'ont plus le temps d'interroger. Et puis, sur un terrain comme celui de la question des migrants en Europe, il me semble que l'action humanitaire est indissociable d'une action politique concertée. Encore une fois, ici, la concertation de l'action politique est complexe entre de grandes ONG humanitaires qui ont aussi leur propre créneau de plaidoyer et qui, parfois, se refusent pour diverses raisons à s'associer à des citoyens. Et puis enfin, ce qui est important, c'est d'entendre et de reconnaître les capacités des personnes à la rue, d'entendre aussi leur refus de l'aide lorsqu'ils ne la jugent pas pertinente, parce que comme le soulignait Jeanne, les gens savent ce qu'ils veulent, les gens ont une trajectoire migratoire, même les mineurs qu'ils ont envie de poursuivre, et finalement, aussi bienveillants que nous ne sommes personne pour leur dire quoi faire, comment faire, et eux-mêmes savent ce qui est bon pour eux. Donc, savoir les entendre, les prendre en compte et s'appuyer donc sur leur capacité. Je vous remercie. Je demande à la directrice si on a le temps de prendre une ou deux questions. Merci. En remerciant Marjorie, moi j'ai plein de questions, mais je vais plutôt faire dans le sens inverse. D'abord récolter 2 questions dans la salle, et puis s'il n'y en a pas, je poserai les miennes. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non. Alors, est-ce que j'ai le temps, moi, de poser la mienne? Oui. Donc, vous avez toutes les deux, et Marjorie a finalement conclu d'une façon qui pouvait être une conclusion pour les deux, puisque tout ce qu'elle a dit, finalement, Jeanne l'a dit aussi, différemment. Vous posez toutes les deux la question de comment les acteurs de terrain peuvent s'inscrire dans une éthique de l'humanitaire. Et j'ai assez envie de vous dire, mais encore, comment vous répondez à cette question? Est-ce qu'il faut redéfinir cette éthique? Est-ce que ça passe par la formation? Comment vous donnez des conseils? Je pense qu'on a toutes les deux quand même fini sur un terme assez intéressant par rapport à comment coordonner ces capacités à la fois des bénéficiaires et des acteurs de rue. C'est la coordination. Et finalement, cette coordination, c'est juste... Et bon, pour le Sénégal, c'est vrai que ça fait partie aussi de la culture de tout régler par la parole et de ne pas aller au conflit, mais de prendre en compte ces paroles, ça nécessite du temps. Le temps de la concertation, et en fait, ce qui manque souvent, c'est des moyens humains, de l'argent évidemment, mais le temps de faire cette concertation et d'écouter la parole à la fois des bénéficiaires et des acteurs qui sont en contact direct avec eux. Et c'est ça qui manque souvent dans certaines démarches. C'est possible de prendre le temps d'entendre les enfants. C'est possible, il faut parfois des traducteurs, il faut prendre le temps d'établir la confiance, mais c'est possible d'entendre les acteurs humanitaires. Mais ça demande une logistique qui parte vraiment du terrain, avec une logistique ascendante. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir accès à la marraine d'un enfant sans demander à l'enfant qui est sa marraine. Mais après, on peut réunir cette marraine, l'enfant, les éducateurs associatifs, les mettre autour de la table et dire, bon, alors, cet enfant, déjà, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut rentrer chez lui? Dans ce cas-là, oui, on va peut-être essayer de l'accompagner. S'il veut continuer son école, comment on va s'assurer que la marraine peut le prendre en charge d'une certaine manière? Comment elle peut être aidée en ce sens par les acteurs associatifs? Une concertation vraiment pratico-pratique en partant du terrain et je pense que cet outil, la concertation, est important.
Mais du coup, moi, je rebondirais sur ce que disait Jeanne, sur le terrain sur lequel moi j'ai travaillé, donc c'est un petit peu différent. Mais pour autant, ce qui ressort de manière flagrante, c'est la difficulté de tous ces acteurs à se coordonner. Donc, notamment, ces acteurs... Déjà, les grandes ONG humanitaires entre elles ont du mal à se coordonner parce que chacune a un peu ses politiques, son morceau de terrain à défendre, etc. Mais en plus, lorsque des citoyens interviennent sur le terrain et que leurs modalités d'action ne répondent pas forcément à l'éthique humanitaire, etc., telle que définie, ça pose encore plus de difficultés. Donc moi, il me semble quand même, à Calais, il y avait des tentatives de réunion de coordination entre les différents acteurs. Pour autant, ce qui ressortait quand même beaucoup, c'était des rapports de pouvoir entre ces acteurs, avec deux grandes ONG qui déconsidéraient l'action des citoyens, ne s'y intéressaient pas, ou à l'inverse, des citoyens également qui critiquaient l'action d'ONG, etc. Et donc finalement, personne ne s'écoutait et tout le monde, ça faisait un peu comme à l'Assemblée nationale, quoi. Donc, ce qui me semblait bon, moi en tous les cas, il me semble quand même que ce qui est important, c'est de chercher à coordonner une action qui ne, certes, chaque organisation doit lutter pour sa survie et peut-être pour son identité. Après, il me semble que sur des terrains sur lesquels des populations vulnérables ont besoin de différentes choses et ont de multiples besoins, ce qui importe avant tout, plus qu'une identité structurelle, c'est peut-être les besoins des personnes et d'essayer de se concerter pour agir de manière qui soit la plus bienveillante possible et au mieux pour répondre aux besoins de ces personnes. Donc là, je pense que c'est toutes les difficultés finalement d'organisations diverses avec des financements, des identités à défendre, etc. etc. Voilà. Je voudrais juste ajouter que pour ces concertations, ces tentatives de coordination, finalement, les principes éthiques de la bienfaisance et de l'autonomie que Jean-François Mattei a bien souligné sont vraiment des outils à utiliser et à divulguer dans le monde humanitaire, le petit monde humanitaire. Jacques Brinchet de la Fondation et de la Croix-Rouge. Au niveau de Saint-Louis du Sénégal, ce que je n'ai pas vu, mais ce n'était pas votre objet, c'est l'état nutritionnel et sanitaire de ces enfants talibés. Est-ce qu'il vous paraît préoccupant ou est-ce que le système tel qu'il est, que vous avez parfaitement décrit, les préserve en quelque sorte d'une dénutrition plus importante ou problématique? C'est ma première question. Et pour les camps en France, ma question c'est est-ce que l'intervention des bénévoles citoyens en bas de rue ou tel que vous l'avez décrit à Calais notamment ne vient pas se faire sans que les priorités aient été définies? C'est-à-dire que dans l'humanitaire comme ailleurs, un des aspects les plus importants, c'est de trier les priorités. Car si on s'intéresse à tout à la fois, sans coordination ou avec une coordination déficiente, on peut se retrouver, vous l'avez évoqué, avec des effets secondaires, collatéraux, nocifs, inattendus, parce que mettant en péril les objectifs et l'atteinte des objectifs prioritaires. C'est la priorisation qui m'interpelle dans ce mouvement citoyen qui, par ailleurs, est très généreux, mais qui pourrait avoir des effets pervers. Donc, pour répondre sur la dénutrition des enfants, alors les enfants talibés, en effet, avec à la fois les systèmes d'aide communautaire et les systèmes associatifs, ne sont pas dans une situation de dénutrition, mais par contre, ils sont parfois dans une situation de malnutrition, parce que, par exemple, ils vont faire la mendicité en nature qui s'appelle Yeloan en Wolof. Ça consiste à prendre un petit peu du plat dans plein de maisons et le mélanger toutes les mendicités en nature des enfants talibés dans un grand bol et ils mangent. Alors pour certains maîtres coraniques, c'est très bon pour la santé, mais en réalité, c'est surtout du riz un peu cuisiné, mélangé. Et aussi parce que comme ils ont accès à des ressources monétaires, ils vont beaucoup s'acheter de petits biscuits, de choses comme ça. Du coup, ils sont pas forcément bien nourris, mais ils sont rarement dans une situation comme dans les grandes famines qu'on peut
Voilà. Et par contre, un des effets de l'annonce de Macky Sall d'avoir réveillé les débats dans la société civile, il y a un discours qui circule à dire on va arrêter de donner de l'argent à ces enfants et de plus en plus de citoyens vont de préférence donner à manger, mais par exemple des fruits. Les fruits coûtent cher au Sénégal, ils s'en achètent pas. Alors, il y a de plus en plus, notamment parmi les Occidentaux, des gens qui se sont donnés comme mot d'ordre, on ne donne plus d'argent aux enfants, on leur donne à manger des choses de qualité. Voilà. Par contre, par rapport à leur état de santé, c'est parfois un peu plus inquiétant. Il y a une histoire de gratuité des consultations pour les enfants dans les dispensaires, mais en réalité, dès qu'il y a un problème un peu grave, il y a beaucoup de plaies qui s'infectent avec ce qu'on appelle les pieds d'éléphant, des chevilles qui grossissent et tout. Et dans ces cas-là, il y a un problème. Et seule la mobilisation communautaire et associative permet de d'un coup essayer de faire une cotisation, une sorte de tontine qui va permettre d'aller soigner un enfant. Donc voilà. Pour ma part, en fait, je pense que c'est une très bonne question et que la priorisation de l'action, en fait, ici, par qui, d'une part? Qui est-ce qui définit les priorités? Si c'est des priorités politiques, c'est évident que les citoyens n'interviennent pas en respectant les priorités politiques. Maintenant, si c'est des priorités humanitaires, ce que j'ai essayé de souligner, c'est que ces citoyens à Paris comme à Calais interviennent principalement sur des urgences matérielles non satisfaites. Autrement dit, distribuer à manger, fournir une couverture, un abri, une tente, qui déplaît certes au gouvernement, mais en tous les cas qui permet aux personnes, notamment en hiver, d'être un minimum protégées. Donc dans ce sens, en fait, il me semble que voilà, cette question des priorités, elle est à interroger, mais de quel point de vue? Puisque, comme je le disais, l'action humanitaire traditionnelle intervient principalement sur des questions de santé et à Calais sur la gestion logistique du site, c'est-à-dire développer des points d'eau, des latrines, fabriquer des routes, etc. Mais le ramassage des ordures, par exemple, personne ne le faisait quand les associations sont arrivées. Et il y avait énormément de rats, des épidémies de Gale et un ensemble d'autres épidémies la situation, le défenseur des droits a bien souligné combien la situation sanitaire était déplorable à Calais. Donc, en ce sens, voilà, pour moi, on peut interroger la question des priorités. Pour autant, ce qui est vrai et qui est très important, c'est que c'est pour ça, en fait, que ces citoyens essaient de se constituer en association ou en collectif, parce qu'ils mettent en garde les personnes qui arriveraient contre les distributions sauvages, l'action individuelle, où quelqu'un vient ouvrir son coffre et balance des médicaments, balance 3 paires de chaussettes alors qu'il y a 350 personnes qui en ont besoin, ça crée des émeutes, etc. Et donc là, il y a une forme de sensibilisation et de mise en garde qui se met en place, mais voilà, bon, c'est toujours très complexe de contrôler qui fait quoi sur des terrains comme ceci. Il faut peut-être se demander, oui, à partir de qui on interroge ces priorités. Est-ce que c'est pas déjà au moins poser la question aux bénéficiaires? C'est pas forcément prendre leurs priorités comme les priorités. Évidemment, elles doivent se croiser avec d'autres priorités, mais au moins leur poser la question. Et dans le cadre des migrants, je pense que des recherches-actions avec des migrants, des demandeurs d'asile, c'est possible si on en prend le temps. En tout cas, les deux montrent les deux côtés de l'effervescence d'acteurs sur le terrain et le désordre que cela comporte. Effectivement, les deux, même encore une fois, des situations très différentes, montrent à quel point cette concertation, coordination est difficile dans la pratique, parce qu'effectivement, qui la prend en charge, qui décide, qui la cadre. Je vous propose, donc Marjorie et Jeanne restent ici toute la journée. Je vous propose, si vous avez des questions plus précises, une fois que vous avez lu leur papier, de les contacter plus informellement lors des pauses ou lors du débat de cet après-midi. Merci à tous et je pense que c'est le temps de la deuxième table ronde. Parfait, merci.